C'est quasiment certain qu'on aura plusieurs vaccins avec des techniques différentes et c'est-à-dire vraisemblablement des efficacités différentes. Donc, je m'appelle Éric Murail, je suis biologiste et immunologiste et je suis maître de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge. Alors, d'après l'OMS, il y a plus de 300 vaccins différents qui sont actuellement en développement à différents stades, donc candidats vaccins. Et donc parmi ces 300 vaccins, toujours selon l'OMS, ça devient très difficile à suivre, il y en aurait moins de 30 qui seraient en cours d'évaluation dans des essais cliniques chez l'homme, et 10 seraient en phase 3 des essais cliniques, qui est la dernière phase d'évaluation avant validation. Et donc actuellement, des homologations n'ont eu lieu qu'en Chine et en Russie. Donc les études cliniques de phase 1 visent à vérifier sur un très petit nombre d'individus si on n'a pas de réaction toxique évidente et rapide. Et les études cliniques de phase 2 visent à vérifier si ces vaccins induisent bien une réponse immunitaire, donc des marqueurs de réponse immunitaire comme la production d'anticorps. En principe, c'est l'étude de phase 3 sur un très large nombre d'individus, plusieurs milliers, qui permet de mesurer la protection réelle sur le terrain conférée par le vaccin. Donc, les résultats préliminaires de l'étude de phase 3 du vaccin Pfizer sont très encourageants, donc ça c'est enthousiasmant. Il faut quand même la relativiser, dans le sens où elle survient à un moment où les participants à l'étude viennent de recevoir la deuxième injection du vaccin. Donc à ce stade, par exemple, il est impossible de savoir combien de temps le vaccin peut protéger. On ne peut pas non plus évaluer la manière dont le niveau de protection va évoluer au cours du temps. Et on ne sait pas non plus si le vaccin protège toutes les catégories à risque. En fait, c'est un vaccin qui active le système immunitaire au moyen d'ARN messager, dont la séquence va coder pour une protéine virale, l'agent pathogène contre lequel on veut vacciner. Donc l'ARN codant pour cet antigène est enrobé dans une membrane lipidique. Il est administré en intramusculaire au patient. Et donc ce sont les cellules du patient qui vont produire la protéine virale qui induira la réponse immunitaire. Donc on n'injecte pas de virus vivant ni d'adjuvant. Mais c'est une technologie qui reste quand même très neuve, dans le sens où elle n'a pas été utilisée pour un vaccin actuellement sur le marché. Donc on n'a pas de recul par rapport à cette technologie. Et elle présente une série d'avantages, notamment l'avantage de permettre une production très rapide de grandes quantités de vaccins. Donc le vaccin est littéralement synthétisé. Il ne nécessite pas de phase de culture, par exemple, du virus. Par contre, il a aussi des inconvénients. Par exemple, le fait d'être conservé à très basse température, moins 70 degrés centigrades, parce que l'ARN est très fragile. Donc son stockage et son utilisation à large échelle nécessitent des infrastructures particulières. Donc, concrètement, dans cette étude clinique de phase 3, il y a eu plus de 43 000 participants qui ont été enrôlés. Et donc la moitié ont reçu le vaccin et l'autre moitié ont reçu un placebo en 2 injections. Et donc à ce stade de l'étude, les auteurs ont observé 93 cas de Covid dans l'ensemble des sujets. Donc à la fois ceux qui ont eu le vaccin et ceux qui ont eu le placebo. Et donc on a 9 personnes vaccinées qui ont développé le Covid et 84 personnes ayant reçu le placebo qui l'ont développé. Donc le chiffre de 90% signifie que les personnes vaccinées ont été 10 fois moins nombreuses que ceux ayant eu le placebo à contracter le Covid-19.
les vaccins chinois, c'est le Sinovac et le Sinopharm. Donc ça, ce sont des vaccins qui sont dits inactivés. Donc l'agent pathogène, le virus, est cultivé. Ensuite, on le tue. Et c'est ce virus inactivé qui sert lui-même de vaccin. Donc c'est une technologie qui est très ancienne, qui était déjà utilisée au début du XXe siècle, par exemple pour le premier vaccin contre la polio. Alors ces vaccins n'ont pas encore été homologués, mais la Chine a déjà proposé de les utiliser pour des vaccinations d'urgence. Pour le vaccin russe, qui s'appelle Sputnik V, c'est un vaccin qui est dit à vecteur viral non réplicable. Donc un virus vecteur qui est capable d'infecter nos cellules, mais qui en principe ne cause aucun désagrément. Et ce type de stratégie, par contre, a déjà été utilisé plusieurs fois pour des vaccins humains qui ont bien fonctionné, donc on a un certain recul par rapport à cette technologie. On ne dispose pas encore à l'heure actuelle des données de l'étude de phase 3. Donc c'est une efficacité qui est, je dirais, plus espérée que démontrée dans le cas de ces vaccins. Le temps moyen pour développer et autoriser un vaccin est en moyenne de 7 ans, traditionnellement. Mais on n'a jamais, jusqu'à présent, dans toute l'histoire de la médecine moderne, en tout cas, mis sur le marché un vaccin qui n'avait été testé que 6 mois, entre guillemets, en phase 3. Il n'y a pas de miracle. Si on évalue un vaccin que pendant 6 mois, il est impossible de prédire combien de temps ce vaccin sera protecteur. Et il est également impossible d'exclure qu'il ait des effets négatifs à long terme. Le principal risque, en fait, c'est que même si on exclut, je dirais, les gros accidents de vaccination, si les vaccins mis sur le marché, je dirais, ne satisfont pas le public en termes de protection, en termes d'efficacité, on risque d'augmenter en fait l'hésitation vaccinale. Ça, je pense que c'est ce qui fait le plus peur aux scientifiques à l'heure actuelle. On sait très bien que cette hésitation vaccinale est déjà très très haute. Dans certains pays comme la France, on a plus de 60% d'hésitants en matière de vaccination. Donc ce serait un drame, entre guillemets, ici, si, en allant trop vite, on en arrivait à autoriser des vaccins qui ne soient pas efficaces ou qui éventuellement aient certains effets secondaires. On pourrait augmenter l'hésitation vaccinale et donc on pourrait pourrir les campagnes de vaccination pour toute une série d'agents pathogènes autres que le Covid-19, pour lequel on a pourtant des vaccins qui sont efficaces et absolument sans danger. Le développement d'un vaccin peut être vu comme la solution ultime pour ce type de pandémie. Je pense qu'il faut relativiser le concept même de vaccin. Ici, ce qu'a montré la pandémie de Covid-19, c'est que notre capacité de réponse à ce type de pandémie, elle est finalement relativement faible. On ne dispose pas d'un vaccin par définition contre un agent pathogène émergent. On ne dispose pas non plus généralement d'un traitement spécifique efficace. Donc finalement, tout ce qu'on a pour lutter contre un agent pathogène émergent, les vieilles stratégies entre guillemets de quarantaine, de distanciation sociale. Mais on est finalement très démunis. Donc dans une réflexion beaucoup plus large, ce qui serait intéressant, c'est plutôt de développer des stratégies d'anticipation et des stratégies de prévention. Ça, ce sont sans doute les stratégies qui seraient les plus efficaces et à terme les moins coûteuses pour lutter contre ces pandémies.